Bonjour Internet, ça fait un peu plus de 2 ans que YouTube est mon métier à plein temps grâce à la chaîne Lovie et aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit peu les coulisses. Ça fait quoi de vivre de YouTube sans être encore une énorme chaîne? Il y a plein de choses que je ne vous ai jamais dites et dont j'ai envie de parler, que je trouve intéressant de documenter, autant pour les gens qui suivent la chaîne Lovie que pour les gens qui sont passionnés par l'écosystème YouTube. Cette vidéo assez chill, sans illustration et sans musique, va se diviser en 2 parties. D'abord, pourquoi j'ai créé la chaîne et pourquoi j'ai arrêté de parler d'industrie musicale, alors que ça marchait. Et ensuite, quel est l'avenir de la chaîne, quels sont les problèmes que je rencontre actuellement, et évidemment, on va parler de thunes. Et de Sylvain Live. Cette transition n'a aucun sens, mais j'ai rien à ajouter, c'est parti. Cette chaîne, la chaîne Lovie, a été créée à la base pour me faire une place dans l'industrie musicale, ce qui est assez ironique au vu de la suite de l'histoire, mais chaque chose en son temps. À la base, sur cette chaîne, qui a été créée en 2020, il y avait des tutos autour du rap et j'aimerais que cette anecdote soit fausse. Non mais extrait, parce que sinon vous allez pas me croire. Je vais pas chercher ici à donner une formule mathématique pour écrire un bon texte de rap rapidement, c'est pas du tout le but. J'ai voulu vivre de la musique extrêmement jeune et il y a un projet qui m'a suivi pendant très longtemps, je voulais monter mon propre studio d'enregistrement. J'ai commencé à avoir mon premier matériel d'enregistrement grâce à mon papa, que je ne remercierai jamais assez pour ça, quand j'avais environ 15 ans, et très jeune j'ai commencé à enregistrer des gens qui venaient dans ma chambre, d'abord des gens du collège et du lycée, puis des gens de ma ville, et globalement même des gens qui sont venus de plus loin en France. Petit à petit, j'ai également découvert le beatmaking, c'était la grande époque du rap, et je me suis imposé un défi à l'époque, j'étais en première et en terminale je crois, c'était de poster une prod par jour sur internet, sur une chaîne YouTube, pour voir la progression de mon niveau et simplement pour documenter mon avancée dans le beatmaking. Ça faisait déjà quelques mois que j'avais ce défi de poster une prod par jour, mais à l'époque, je me fais la réflexion qu'on est super nombreux à faire des type beats et qu'il n'y a pas grand chose qui nous différencie les uns des autres. Et c'était clairement pas musicalement que je me différenciais. C'est pas la question, on va y revenir plus tard. Donc je me dis, à l'époque, et si je montrais ma tête et qu'au-delà de faire juste des prods, je parlais de rap et d'industrie musicale, d'enregistrement, etc. pour toucher potentiellement un public qui poserait sur mes prods finalement. Mon meilleur ami me conseille de faire une chaîne à part et c'est ainsi que naît la chaîne Lovie. Vous vous en doutez, ça ne marche pas vraiment pour moi, on se demande pourquoi. Le temps passe un petit peu et je finis par abandonner le beatmaking pour pouvoir me concentrer sur le mixage, je délaisse même un petit peu l'enregistrement. Sauf qu'entre temps, il y a quand même un truc de nouveau, c'est que j'ai créé du contenu sur YouTube. Et je kiffe créer du contenu sur YouTube. C'était pas mes premiers essais, mais c'est de là qu'est née la chaîne, et je me dis, pourquoi pas faire des formats musicaux où je parle juste d'industrie musicale. Extrait, je vous laisse entrer avec moi dans les coulisses d'un empire, à savoir Universal Music Group. Et cette chaîne a un passif, hein. Tout ça vous l'avez pas vu, c'est passé en privé depuis le reset, etc. Mais c'est le vrai début de la chaîne. Mais à l'époque, je ne fais pas tout ça pour rien. On est en 2021 et j'ai un plan. À ce moment-là, je fais des études de marketing digital parce que en septembre, j'ai commencé un BTS, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été du tout, donc j'ai quitté, mais je ne voulais pas avoir à réattendre septembre pour recommencer des études, donc j'ai commencé une formation à distance et je me suis dit, le matin, je vais faire mes cours de marketing digital et l'après-midi, je vais travailler à la fois sur la chaîne YouTube et à la fois sur mon projet de mixer des artistes, je vais prendre du niveau, je vais travailler sur la musique et sur la chaîne YouTube. Plan parfait, n'est-il pas? Sauf que la chaîne YouTube ne marche pas du tout. Mais à l'époque, il y a un autre réseau social qui a fait le buzz pendant le Covid, c'est TikTok. Je me lance sur TikTok et là, ça marche. Mais genre, ça commence à vraiment marcher fort par rapport aux vues que je faisais sur YouTube, c'était insane. Donc, mon plan se décale. Je passe de YouTube va être mon moyen de trouver des artistes et de travailler avec eux à, bah c'est pas grave, TikTok va être mon moyen de trouver des artistes et de travailler avec eux. Sauf que, à l'époque, je fais également partie d'un programme de mentorat dans la musique, donc je monte souvent sur Paris, je commence à côtoyer un petit peu plus de gens dans l'industrie musicale, et ma mentor à l'époque me dit « Je pense qu'il faut que tu ailles prendre de l'expérience ailleurs. Je pense que tu t'organises très bien toute seule, il n'y a pas de souci, mais tu manques de cadre, tu manques de gens qui t'aident à avancer. » Moi, je suis pas chaud, parce que j'ai toujours voulu monter mes propres boîtes, j'ai jamais voulu être salariée, c'était vraiment un frein pour moi, mais je me dis, ah, ça se considère. Je postule chez Marketing Mania,
je crois, à l'époque, en tant que monteuse vidéo. Je me fais recaler. Je me ferai recaler 3 fois dans ma vie, je crois, de Marketing Mania avant de pouvoir bosser avec eux plus tard. Et je postule chez Kudak, un peu plus tard, la boîte de Théo Lyon, qui était sur YouTube et que je suivais à l'époque. Je viens d'avoir mon bac+2 en marketing digital sur la formation à distance. Je pouvais complètement reprendre un cursus normal, on va dire, en présentiel. Mais finalement, j'obtiens un CDI, ce qui est, si vous connaissez la difficulté d'obtenir des postes en marketing digital, un peu inespéré. Je n'ai jamais travaillé dans une boîte, évidemment, auparavant, et encore moins loin du monde de la musique, parce que donc j'ai un job qui n'a rien à voir avec la musique, et je me prends une immense claque. Cette expérience a changé énormément de choses pour moi. Pour la première fois, je côtoie des gens déjà en dehors de l'industrie musicale, et pour la première fois, je me retrouve entourée d'entrepreneurs de ouf, et je me suis rarement sentie aussi à ma place et aussi inspirée que dans ce milieu-là. Même si à l'époque, je le comprends pas et ça fait beaucoup de nouvelles informations, je me retrouve à devoir faire plein de choses que j'avais jamais fait auparavant. L'expérience dure environ 1 an et pour plusieurs raisons, on finit par décider d'arrêter. À l'époque, j'ai 2 projets en parallèle de Kudak. J'ai un artiste que je manage, Lac. Je ferai peut-être une vidéo où je reparlerai de ce projet et de tous les problèmes qu'on a eus. Et surtout, j'ai TikTok. Mon compte TikTok que je continue d'alimenter parce que ça me prend beaucoup moins de temps qu'une chaîne YouTube à part entière. Chaîne YouTube Lovie, donc, que j'ai complètement délaissée à l'époque. À ce moment, je suis dans un appel avec Théo. On sait tous les deux, on a statué que ça va s'arrêter. Et Théo me demande ce que je vais faire. Je sais pas pourquoi j'ai encore ce souvenir, mais il me demande mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai pas la réponse à cette question, mais je me dis ok, moi mon objectif a quand même toujours été de monter un studio et tout, je veux travailler dans l'industrie musicale, j'ai un TikTok qui tourne, et j'ai quand même ce projet de YouTube que j'ai commencé en 2020, est-ce que je reprendrai pas YouTube? C'est ce que je me suis retrouvée à faire. Je me suis dit je vais reprendre et je vais essayer dans un premier temps de vivre de YouTube. Parce que à l'époque, TikTok rémunère mais largement pas assez pour en vivre. Objectif ultime, à partir de ce moment-là, atteindre les 100 000 abonnés. On est en 2023-2024, j'ai quelques contrats en freelance dans le marketing digital, sur un projet musical et sur quelques projets qui n'ont rien à voir avec la musique. Je sors un TikTok par jour et je sors une vidéo YouTube par semaine, ce qui est mon focus principal, ce qui est vraiment ce sur quoi je me concentre. Je fais absolument tout toute seule et je me dis ça va finir par payer. Je vais enfin réussir 3e essai sur cette chaîne YouTube, il faut que j'y arrive. Et ça a commencé à payer. Alors, pas financièrement à l'époque, mais je commence à avoir des gens qui tombent sur mes vidéos et qui les kiffent, et qui s'abonnent, tout simplement. C'est incroyable pour moi à l'époque. Je sors une vidéo par semaine, toutes les semaines, je ne loupe pas une semaine, et 1 an, 4 mois et 23 jours après le renouveau de cette chaîne et la première vidéo qui était sur Spotify, le 18 novembre 2024, j'ai la date sous les yeux, j'atteins les 100 000 abonnés. Le trophée, let's go! Faut savoir que là, dans ma tête, il se passe un truc. Sauf que c'était vraiment le début des problèmes. C'était ce moment où je reçois le trophée, c'était vraiment le début des problèmes. La période qui a suivi, notamment de novembre à mars, a été mentalement très difficile. Déjà, l'objectif des 100 000 abonnés, pour la très jeune youtubeuse que j'étais à l'époque et qui voyait les gens avoir leur trophée, etc., ça faisait sens, mais dans la réalité, c'est complètement idiot. Le nombre d'abonnés aujourd'hui sur YouTube a tellement peu d'importance, et je l'ai compris assez vite en plus, que ça, à part avoir un joli trophée dans le décor, ça a pas vraiment de sens. Mais surtout, dans tout ça, dans ces 1 an, 4 mois et 23 jours, il y a quelque chose qui a changé, c'est que je n'ai plus du tout envie de monter une boîte dans la musique. J'ai plus envie de jouer à ce jeu-là. Il y a plusieurs raisons à ça, mais je vais en détailler une principalement. Je pense qu'on peut voir les humains sous plusieurs filtres, avec plusieurs prismes, et que l'un de ces prismes, c'est à quel point quelqu'un est un entrepreneur ou quelqu'un est un artiste. C'est un curseur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus entreprenants et des gens qui sont beaucoup plus artistes dans l'âme. Ça ne représente pas du tout la réalité factuelle. Ça veut dire que vous pouvez être musicien ou salarié et avoir un profil d'entrepreneur. Et vice-versa, évidemment. Mais c'est des patterns. Et certaines personnes qui sont plus artistes ont des manières de réagir et de créer qui sont très différentes de celles des entrepreneurs. Et ces 2 groupes de personnes, où les profils n'ont parfois rien à voir, se ressemblent par le fait qu'ils sont des artistes ou des entrepreneurs. Dans ma courte vie, j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup d'artistes, de profils artistes, mais grâce à l'expérience Kudak notamment, et aux quelques missions freelance qui ont suivi, j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup de profils entrepreneurs. Et il se trouve que je m'entends beaucoup mieux avec les profils entrepreneurs.
D'une part parce qu'il m'inspire beaucoup plus, et d'autre part parce que juste le feeling passe souvent mieux. Et ma réflexion sur le sujet est la suivante. Quand vous signez pour faire un métier passion, vous allez travailler énormément. C'est la condition sine qua non au fait de faire ce que vous aimez et encore plus au fait d'être à votre compte pour faire ce que vous aimez. Pour moi, n'importe quel projet nécessite que vous aimiez vos clients ou votre cible. Et je pense que je me reconnais beaucoup plus dans le profil entrepreneurial que je ne me reconnais dans le profil artiste. À cette époque de la chaîne YouTube, je parle de musique, donc les gens qui viennent me parler sont des gens qui sont liés à l'industrie musicale, mais grâce à Kudak, aux contacts que j'ai pu avoir à cette période-là et aux quelques missions freelance que j'ai prises, je continue d'avoir un pied dans un milieu entrepreneurial. C'est très vaste de dire milieu entrepreneurial, mais auprès de gens qui montent des boîtes et qui parfois montent des boîtes assez énormes. Et je me rends compte à ce moment-là que avoir un label, c'était l'objectif un peu à l'époque, nécessite de côtoyer des artistes. Et je pense que je me sens beaucoup mieux à livrer un service à des entrepreneurs qu'à un artiste. Et petit à petit, toutes ces réflexions, au cours de l'année 2024 et même de l'année 2025, se décantent un petit peu dans ma tête. La période de novembre à mars est un peu compliquée parce que réaliser tout ça, c'est assez difficile. Et petit à petit, l'industrie musicale et la musique, ça devient juste un de mes centres d'intérêt parmi tant d'autres. Ma passion pour le marketing, bien plus largement que le marketing musical, et ma passion pour l'économie de l'attention, c'est-à-dire la création de contenu sur Internet de manière générale et plus particulièrement sur YouTube, a globalement écrasé le côté industrie musicale et musique pure. Et il est là le point de bascule. La majorité de mes journées, 7 jours sur 7, mais pire et plus important encore, l'image que j'ai vis-à-vis des viewers, l'image que j'ai sur la chaîne Lovie, me lie corps et âme à la musique. Et juste, en fait, c'était plus moi. C'était plus la nouvelle version de moi-même. C'était plus l'update, ne correspondait plus à l'image que je renvoyais. Et ça me dérangeait. Je prenais conscience que mes rêves, qui étaient au final mes rêves d'adolescent, ne correspondaient plus vraiment à la version adulte, au goût que j'avais maintenant, à l'âge de 22 ans à l'époque, 23 aujourd'hui. Au final, je pense que j'avais juste, tout bêtement, besoin de tourner la page. Mais évidemment, on ne tourne pas une page comme ça quand on a construit une chaîne YouTube littéralement sur le fait de parler de musique. Donc c'était un risque de fou. Et moi, dans ma tête, je m'en faisais vraiment une montagne. Ça allait être compliqué de passer d'une chaîne qui a toujours parlé d'industrie musicale à une chaîne qui parle de complètement autre chose. J'ai à cette époque travaillé avec Frédéric Garcia, j'ai fait plusieurs séances de coaching avec lui. Il m'a donné un conseil qui était assez simple en soi, mais qui pourtant m'a débloqué. Il m'a dit: teste, fais une vidéo, ne switch pas drastiquement, fais une vidéo et teste. Cette vidéo, je la sors le 15 juin 2025, et c'est celle sur Hélène. Et comme je l'avais dit à l'époque, cette vidéo explose. Elle est 1 sur 10 dans mon YouTube Studio de très loin. Je crois qu'elle fait un démarrage, je crois qu'on fait les 0 à 100 000 vues très 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 vite. Elle finit en tendance. Cette vidéo a été un petit peu ma libération et m'a permis par la suite d'explorer plein d'autres sujets sur la chaîne, même si ça a posé des problèmes, on va y revenir. Mais c'est une victoire. Ma chaîne n'était pas enfermée dans l'industrie musicale. Je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé parce que dans ma tête, et c'est peut-être une déformation de créateur de fou, mais à mon sens, les gens me suivaient parce que je parlais d'un sujet qui les intéressait. Le jour où j'allais parler d'autre chose, juste, à mon sens, tout le monde allait quitter la chaîne. C'est pas ce qui s'est passé. Évidemment, des gens ont été déçus, je l'ai vu dans les commentaires. J'ai parfois pris le temps déjà d'expliquer un petit peu ce processus-là à des gens dans les commentaires. Mais les chiffres, juste en termes de vues, ça allait. Il y avait un tout nouveau public qui venait, qui découvrait et qui avait l'air de kiffer mes vidéos. J'ai donc testé plein de sujets sur la chaîne, notamment avec des vidéos plus entrepreneuriales, en fait avec un côté marketing, les stratégies marketing mêlées à l'histoire de boîtes qui nous entourent. Mais nous voilà, nous sommes en janvier 2026 et il y a plusieurs problèmes sur la chaîne. Pour être plus exact, plusieurs défis à relever. C'est là qu'on va parler d'avenir et de thunes. Le problème principal, et tout découle de ça, c'est un problème de long terme. Sur la chaîne et dans ma vie jusqu'ici, comme vous avez pu le constater, j'ai fait les choses en mode bourrin. Je voulais avoir des résultats dans le beatmaking et m'améliorer. Je me suis dit, je vais poster une prod tous les jours et je vais produire absolument tous les jours de ma vie. J'ai voulu avoir des résultats sur TikTok, j'ai posté une vidéo par jour pendant des années pour pouvoir grind le sujet de TikTok. J'ai voulu avoir des résultats sur YouTube, je me suis engagée à poster une vidéo par semaine sur YouTube. C'est devenu quelque part ma manière de fonctionner. Je fonctionne en mode bourrin, j'adore apprendre sur le tas, c'est la manière dont j'apprends. Mais aujourd'hui, je pars plus de zéro. J'ai des bases
Et maintenant, le jeu, c'est de les consolider et de construire quelque chose dessus. L'équation du long terme sur le papier, elle est simple. C'est le fait de faire quelque chose que vous aimez dans le process et dans la finalité, le fait de faire quelque chose que votre public et ou vos clients, selon ce que vous faites, aiment, et être rentable dans votre rapport temps-argent. Et pour l'instant, je coche difficilement une case sur 3. J'aime produire des vidéos, notamment la phase de recherche qui est ma phase préférée ever et la phase d'écriture, qui sont vraiment 2 phases que j'adore, mais je n'aime pas spécialement le résultat final. Ça a toujours été le cas, même sur les vidéos, sur la musique. Il y a une grosse partie qui vient simplement de moi-même et de mon regard archi-critique. Je déteste me voir à la caméra, j'aime pas ma voix, j'aime pas... Il y a plein de choses que j'aime pas et qui sont propres à des choses que je ne pourrais pas réellement changer, mais il y a aussi plein de choses techniques que je vois qui me sautent au visage et qui m'agressent quand je re-regarde mes vidéos et qui font que le résultat final, personnellement, je ne l'aime pas et je trouve qu'il ne me ressemble vraiment pas autant dans la forme que dans le fond. J'en suis pas contente d'un point de vue artistique, mais j'en suis aussi pas contente d'un point de vue chiffre. J'ai commencé vraiment à avoir une obsession pour comment fonctionne YouTube. Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo marche? Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo ne marche pas? Et en fait, il y a des fondations, il y a des choses très claires que des gens étudient. Il y a un métier carrément d'ailleurs qui étudie ce truc-là, qui est YouTube stratégiste. Et je suis vraiment passionnée par la recherche de performance. Et c'est même pas une question d'argent, c'est une question de craquer quelque chose. Quand vous avez une vidéo qui performe, vous avez un sentiment de « j'ai réussi », à craquer quelque chose. Les créateurs de contenu, s'il y en a qui tombent sur cette vidéo, savent très bien de quoi je parle. Donc pour compléter cette première variable de l'équation, il faut que j'arrive à être plus en accord avec moi-même sur le fond et sur la forme, trouver des sujets qui performent et qui me font kiffer, et donner une forme à tout ça qui me plaise. Sur la deuxième variable, le public aime les vidéos, je pense, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas je pense que j'ai de relativement bons retours en commentaire, j'ai un plutôt bon ratio like-dislike, et c'est surtout les vues qui déterminent en réalité si une vidéo est bonne ou mauvaise. Je crois que c'est l'ONLV qui disait « Votre vidéo YouTube mérite ses vues ». Je suis assez d'accord avec ça. Donc c'est une case qui n'est qu'à moitié cochée, on va dire que je pense que je peux vraiment faire mieux et que je peux faire des vidéos qui marquent encore plus le public et qui font passer des vrais moments à des gens, en sachant que j'ai un petit peu un objectif précis sur ce sujet, c'est que je ne me considère pas du tout comme une vulgarisatrice. Je l'étais peut-être un petit peu du point de vue de l'industrie musicale, mais et encore, je fais du divertissement, mais ce que j'appelle du divertissement, un peu de l'edutainment. Je déteste ce mot, je sais pas d'où il vient, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que le divertissement pur, je n'en consomme pas spécifiquement, en tout cas en tant que juste consommatrice de contenu, parce que je trouve que ça laisse un sentiment de vide à la fin, que j'aime pas spécifiquement chez moi. C'est très propre à moi-même. Et j'aime bien les vidéos où certes ça reste du divertissement, parce que ce que vous apprenez va pas vous aider, c'est pas des tutos, c'est pas des trucs, mais à la fin, vous avez quand même l'impression d'avoir appris quelque chose. Vous avez pas juste passé un bon moment, vous vous êtes dit ok, je me suis détendue et à la fois j'étais dans une histoire et j'ai appris quelques petits trucs. J'aime bien ce format-là. Et donc je pense que je peux aller plus loin dans ce truc-là, et notamment niveau forme, parce que malgré tout, ça passe par raconter une bonne histoire, et je suis pas sûre pour l'instant d'être archi forte en storytelling. Je suis même assez sûre de ne pas vraiment l'être, en réalité. Et enfin, le rapport temps-argent, pour l'instant, c'est moyen. Parlons un peu de thunes. Le business model de la chaîne, il est simple, c'est AdSense plus partenariat. Il existe plusieurs moyens de financer une chaîne YouTube, il y en a plein en réalité. D'un point de vue créateur, les plus connus sont soit le sponsoring, soit Patreon, en complément des revenus que juste YouTube nous donne, qui s'appelle l'AdSense. J'ai fait le choix, pour ma chaîne, de ne me reposer que sur l'AdSense et le sponsoring. La raison à ça, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que déjà, j'aime bien l'idée de rendre un service en échange d'argent. Et je considère que c'est beaucoup plus tangible quand en fait une boîte vous paye pour que vous produisiez un segment publicitaire que vous publiez sur votre chaîne. Et c'est vraiment comme ça que je le conçois. Plus j'avance, plus j'ai la liberté créative artistique de faire des partenariats qui sont un petit peu décalés. J'aime bien l'idée, voilà, vous avez un contrat clair qui encadre l'argent, contrairement à quand des abonnés vous donnent de l'argent, en fait, et c'est la deuxième raison. Quand des abonnés vous donnent de l'argent, moi j'ai l'impression d'avoir quelque chose à vous rendre. Si j'ai quelque chose à vous rendre, ça veut dire que ma direction artistique et mes choix artistiques, mes choix de sujets, etc. sont un peu guidés par vous. Si vous avez consacré 15 minutes à regarder une de mes vidéos sur la musique, que vous l'avez aimée, que vous vous êtes abonné, ces 15 minutes, elles sont rentabilisées, entre guillemets, dans le sens où vous avez aimé la vidéo. Si vous me donnez de l'argent, à mon sens, c'est quelque part pour encourager des sujets et des contenus que vous aimez bien. Mais si demain,
je choisis de changer ce contenu, je me sentirais coupable vis-à-vis de vous parce que vous m'avez donné quelque chose de financier et moi j'ai changé de stratégie, j'ai changé de contenu. Et donc je préfère que ce soit du temps parce que le temps que vous consacrez à mes vidéos, en fait il est jamais perdu. Alors que l'argent, vous pouvez avoir une vraie déception. Je sais pas si ça fait sens. Pour rentrer un petit peu plus en détail sur le côté chiffre, pour vous donner mon chiffre d'affaires de 2024, j'ai l'impression de rendre des comptes à des investisseurs, c'est assez marrant. Mon chiffre d'affaires brut était de 56 321 €, en sachant qu'à l'époque, je m'excuse, je lis mes notes, mais 35% de ces 56K provenaient de TikTok et du freelance. C'était assez énorme quand j'y pense, parce que donc j'ai arrêté TikTok début 2025, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais donc j'ai cuté 35% de mon chiffre d'affaires, 45% venait de AdSense, donc l'argent qu'on reçoit de YouTube, et 20% provenait des partenariats. Petite aparté, en toute transparence avec vous, j'ai vraiment fait des énormes erreurs au début de la chaîne vis-à-vis des partenariats. Je me suis plus que sous-payée. À un moment donné, je prenais un tiers de ce que j'aurais dû facturer au minimum sur ma chaîne. S'il y a des créateurs de contenu là qui me regardent, sachez que ces erreurs, c'est des erreurs qui sont très long terme, parce que c'est très difficile, surtout quand vous êtes seul, on va y revenir, de renégocier ces prix-là, et c'est normal en fait, c'est très très logique d'un point de vue marque. Vous avez eu un créateur avec tel terme dans le contrat. Si le créateur l'a pas bien négocié, c'est le problème du créateur, c'est pas du tout le problème de la marque. Négociez bien vos contrats, entourez-vous, prenez les infos en fait. Moi j'ai pas pris les infos, c'est-à-dire que les marques venaient vers moi avec un prix, je me disais mais trop bien. Si vous êtes dans la création de contenu, négociez vos tarifs, je vous en supplie. Les marques viendront souvent vers vous avec un tarif qui est inférieur à votre prix du marché parce que beaucoup de créateurs n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'ils valent, ou parfois ont juste la flemme de négocier. C'était pas vraiment mon cas, mais juste moi j'avais pas d'idée de ce que c'était les prix dans l'influence. C'était une erreur. Donc 2024, ce 20%, il est anormal entre guillemets. En 2025, c'est la première année où je me suis payée uniquement grâce à YouTube. Le chiffre d'affaires brut était de 69 077 €, donc une croissance de 22,6%, avec presque 50-50, c'est un peu plus compliqué que ça, mais 50-50 entre AdSense et les partenariats. Et vous vous demandez peut-être, suite à ce que je viens de vous dire, comment j'ai relevé la barre. Eh bien, je ne l'ai simplement pas relevée, puisque j'ai commencé à travailler avec un agent. J'ai commencé à travailler avec Alexis, de l'agence Waldo, et ça m'a clairement sauvé la vie, puisqu'il m'a déchargé d'une grosse partie de la partie négociation, que ça fait beaucoup plus pro parler avec les marques via un agent. Vraiment, un agent, ça fait partie de mes meilleures décisions de 2025, de la même manière que consulter un psy, d'ailleurs, a été vraiment une décision très importante cette année. Ça m'a permis vraiment d'avancer tous les sujets que je vous ai dit là, avec plein de thématiques perso, etc., que j'évoque pas là sur la chaîne, mais ça a été débloqué en grande partie grâce au suivi psychologique, vraiment. C'est sous-estimé de fou si vous trouvez la bonne personne. Moi, j'ai eu trop de chance, j'ai vraiment trouvé quelqu'un avec qui ça match. Bref, petit aparté sur la santé mentale, mais en fait, c'est tellement connecté en réalité. Les métiers passion, les réseaux sociaux, votre exposition sur les réseaux, c'est tellement connecté à votre santé mentale, et votre santé mentale a un tel impact sur vos performances professionnelles que je considère qu'en prendre soin, c'était un investissement indispensable. Maintenant, il faut mettre en parallèle tout ça avec le temps. Parce que c'est le temps est corrélé à l'argent, quelque part. Aujourd'hui, je suis dans une situation où je me paye, je me forme et je me mets de côté. Me payer et mettre de côté étant très lié. Mais je sais aussi que je travaille 7 jours sur 7. Et ça fait longtemps que je travaille absolument tous les jours. Je prends très peu de vacances. Bref, c'est un rythme que j'adore. Je vais pas vous mentir, j'adore. Je suis fan du travail et du fait de construire quelque chose, mais dans l'optique de faire quelque chose sur le long terme, je sais que ce n'est pas tenable. C'est un petit peu utopique de penser que je pourrais physiquement et mentalement tenir ce rythme élevé durant encore 5 ans, par exemple. L'étape suivante, et vous me voyez sûrement venir, ça va être donc de déléguer. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait jusqu'ici. La première raison, c'est que jusqu'ici, en fait, j'étais en flux tendu absolu. Une vidéo qui était tournée le vendredi sortait le dimanche soir. Vous vous doutez bien que mettre un monteur dans la boucle, c'était impossible ou ça allait être invivable pour le monteur en question. Ensuite, je voulais avoir une idée par moi-même de chaque étape de la production. Et savoir, pas seulement théoriquement, je voulais savoir faire. Je suis pas sûre que ce soit indispensable sur tout, mais sur une chaîne YouTube, je considère que connaître chaque étape et l'avoir
au moins un petit peu pratiqué, c'est quand même un avantage de fou, ne serait-ce que pour communiquer avec les futurs prestataires. Ça fluidifie quand même pas mal la communication. Troisième point, et ça peut peut-être vous paraître idiot, mais je voulais être sûre de pouvoir bien payer les gens, c'est-à-dire pouvoir me payer plus bien payer quelqu'un d'autre, ce qui est quand même une autre étape, même si là on parle de freelance et pas de salarié pour le moment. C'est aussi pour ça que je mets de côté, pour avoir une réserve qui me permet de payer quelqu'un et de le payer, encore une fois, juste que la personne soit dans de bonnes conditions. Et dernier point, même si pour l'instant on parle de profil potentiellement en freelance, je voudrais pouvoir leur communiquer une vision que pour l'instant je n'ai pas. Je voudrais leur dire ok, le but de la chaîne, c'est ça. Pour le moment, ça n'existe pas vraiment. Avant, c'était je veux monter une boîte dans la musique, je veux démystifier l'industrie musicale, je veux la rendre accessible aux gens, aux musiciens, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc il faut que je retrouve un pourquoi assez fort qui me permet de donner à quelqu'un un pourquoi ce serait cool qu'on bosse ensemble. L'objectif de cette année va donc être de travailler sur cette équation et de cocher de plus en plus de variables et d'augmenter la jauge au sein de ces variables. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai quand même deux cœurs. Quelque part, évidemment, je pense que vous l'aurez vu dans cette vidéo, mais j'adore ce que je fais. J'adore le faire, j'adore tout ce qui entoure YouTube, j'adore même les défis, les problèmes que j'ai à relever, j'aime mes problèmes. Et pour moi, c'est une condition d'un quotidien qui nous plaît, c'est qu'en fait, chaque situation a des avantages et des inconvénients, et je considère que mes avantages sont énormes par rapport à mes inconvénients, et dans ma situation particulièrement, ça me convient de fou. Mais de l'autre, il serait vous mentir de dire qu'une partie de moi ne repense pas à l'expérience Kudak, à ce que ça m'a apporté et surtout au niveau que j'ai pris en étant juste un an entourée d'autres personnes. Parce qu'en réalité, c'était ça, Kudak était un environnement dans lequel on m'a donné des armes pour grossir personnellement, pour croître personnellement, pour le dire un peu mieux, plus vite et plus fort. Et forcément, il y a une petite partie de moi qui a quand même envie un petit peu de travailler chez d'autres youtubeurs, spécifiquement dans le domaine de YouTube, que ce soit en stratégie ou en production, avec justement ce côté YouTube stratégiste que j'adore, et la production que j'ai eu la chance de faire à l'époque où j'étais chez Kudak et que je surkiffe, c'est un aspect que j'ai moins là, et ça me traverse l'esprit quand même relativement souvent. Et je ne vais pas vous mentir, voilà le lien avec Sylvain Live, j'ai postulé de manière complètement en candidat libre total chez Sylvain Live, à la Live Corp. Je me doute qu'il ne verra absolument jamais mon DM. ChatGPT m'a dit que c'était pas grave. J'ai zéro chance, mais j'ai tenté quand même, et c'est ce genre d'équipe que j'aimerais vraiment intégrer, parce que je pense que ça peut recréer un petit peu l'environnement Kudak dans lequel j'étais, en étant cette fois dans un domaine dans lequel j'ai vraiment des ambitions professionnelles de fou. J'ai vraiment envie de me structurer sur YouTube. Pour le moment, disons quand même que je reste dans l'optique d'essayer de faire de meilleures vidéos pour Lovie, d'essayer de résoudre l'équation dont je vous ai parlé. Peut-être que je reviendrai vers vous sur cette chaîne pour vous faire des petites mises à jour ou pour vous partager des trucs que j'ai appris. J'espère que si vous êtes arrivés jusque-là, cette vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une excellente année 2026, le meilleur pour tous vos projets. Bisous!